Et nous sommes ici dans le recoin du loup-garou. Voilà, donc il y a pas mal d'images là qui parlent du loup-garou. Et c'est le diable qui va offrir à la personne une peau de loup magique. Ah, ici c'est la peau de loup. C'est la peau de loup. On dirait que vous en parlez avec admiration. Pourquoi pas? Il faut bien s'incliner quelquefois. Il avait raison, ce petit portefaix. Vous vous souvenez? Ce n'est pas un loup. Ce n'est aucun animal que je connaisse. C'est la bête. Les mystères d'aujourd'hui sont les graines de l'espoir de demain. Car dans l'inconnu se cachent les promesses de découverte qui éclaireront notre avenir. Dans les ombres de l'histoire, là, tout se perd. Connexion mystère aux frontières de l'univers. Des secrets enfouis sous le poids du temps. On cherche la vérité, on suit les éléments. Des lumières dans la nuit, des indices dispersés. Des voix qui murmurent ce qu'on n'a jamais osé. Dans le creux du silence, entre mythe et réalité. Connexion mystère, au-delà du visible. L'inconnu est sensible. Voyage sans fin, à l'aube des réponses. Les clés du doute se brisent. Le monde est plus vaste, plus profond qu'on le croit. Dans chaque énigme, on sent battre la foi. On décrypte les signes de secrets bien gardés. Des mystères sans nom qui appellent au réel. Entre rêve et songe, entre l'ombre et le feu. Alors Patrice, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous sommes dans cette pièce? Alors dans cette pièce, on voit les illustrations qui parlent des différentes légendes qu'on va trouver dans les bois de Bresse. Les bois de Bresse, c'est une très grande forêt. C'est une forêt immense qui est sur 3 communes. Ici, le Monastier-sur-Gazeille fait partie de ces 3 communes. Et on va y trouver, entre autres, l'histoire de la chaise du diable, voilà, qui est illustrée ici, dans le musée. Et ce sont, comment dire, ces bois de Bresse, ils sont sur 2 volcans jumeaux, les monts Bresse, qui sont les volcans les plus récents en fait du secteur. Et il y a des cheminées secondaires à ces volcans qu'on appelle des suchassous, ici dans le patois local, et qui ont été érodés par le temps avec la glace, le gel, la chaleur, etc. Et l'un d'eux est formé de blocs de pierre fracturés et qui donnent vraiment la forme d'un fauteuil. On peut s'asseoir, il y a les accoudoirs et tout, mais où on a tout le mobilier du diable. Il y a un autre pan de rocher, à côté on dit c'est sa couchette, etc. Et bien sûr, ça faisait peur aux gens de dire que c'est la chaise du diable. Aujourd'hui encore, des gens très anciens refusent de s'y asseoir. Ah oui, encore maintenant. Ah oui, encore maintenant, qui vont rigoler en disant c'est la chaise du diable. On dit eh ben tiens, est-ce qu'on peut s'y asseoir? Alors là, la tête elle change. Des gens qui disent moi j'y crois pas du tout, on s'y assoit. Non, en fait, je préfère pas m'asseoir. Et voilà. D'accord. Et dans ces bois de Bresse, on va trouver aussi l'histoire de la Fatcineire, qu'on va illustrer de ce côté-là. La Fatcineire, en occitan, c'est la fée noire. La Fatcineire, c'est l'origine des sorcières, que souvent
à l'époque polythéiste, en fait, où il y a plusieurs dieux dans les croyances des gens, eh bien, nous, aujourd'hui, on se souvient surtout des dieux de grandes civilisations, comme on dit, de Rome, d'Athènes, mais en fait, il y avait des petits dieux partout. Il y avait le dieu du climat, le dieu de la moisson, etc. Mais l'eau, c'est-à-dire les sources, les fontaines, les rivières, étaient toujours associées à des figures féminines. On disait des déesses, qui, dans l'imaginaire populaire, sont devenues les fées. Et beaucoup de ces sources ont été christianisées. On dit la source de Sainte-Anne, la source de Sainte-Reine, qui sont devenues des sources guérissantes, mais christianisées. Et on parle de certaines sources qui ont été laissées de côté, qui ont été abandonnées, et les fées sont devenues les fées noires, les Fatchineir. Et d'ailleurs, en occitan velave, dans la langue du pays, localement, le mot Fatchineir désigne la sorcière, voire une insulte. Quand on dit qu'une vieille femme est vraiment terrible, qu'elle est affreuse, on dit c'est une Fatchineir. Voilà, c'est la sorcière. Et certains disent, bon, j'y crois pas trop, que ce mot Fatchineir aurait donné le français fasciné. Que quand on reçoit un mauvais sort, on est ébloui, on est fasciné, quoi, voilà. Et dans ces bois de Bresse, on va trouver aussi l'histoire de la Parisette. La Parisette, c'est une petite fée, par contre, mais cette petite fée va se transformer, va se cacher à l'approche des gens et devenir une plante, qu'on appelle aussi la Parisette, donc, qui est une plante, comme on voit sur l'image, avec une seule baie, avec 4 feuilles, et toujours des séries de 4 feuilles. Et la légende raconte que cette petite fée remet sur le droit chemin le voyageur égaré. Parce qu'évidemment, dans ces bois de Bresse, ce sont 2 volcans jumeaux, il y a des sentiers autour, c'est très facile de se perdre, et surtout aujourd'hui, avec les successions, il y a des tas de toutes petites parcelles dans les bois. Il faut bien les connaître pour être sûr de ne pas se perdre. Et cette petite fée remet sur le droit chemin, et dans la réalité scientifique, on va dire, cette plante, la Parisette, est un puissant antidépresseur, donc qui effectivement remet sur le droit chemin le voyageur égaré. Et c'est le genre de choses qui m'intéresse beaucoup, quand la légende rejoint finalement une application médicale avec exactement le même raisonnement. Voilà, et c'est ça qui est beau toujours, quoi. Et dans ces bois de Bresse, on va trouver aussi les histoires de brigands, les fameux brigands des bois de Bresse, dont on voit une image par contre là derrière, de ce côté. Il y a tout un tas d'histoires autour de ces brigands. Il y a eu plusieurs périodes de brigandage dans ces bois. Et d'ailleurs, c'est la forêt où se cachaient les résistants pendant l'occupation. Parce que c'est très difficile de les trouver et de les faire sortir de là. Et on raconte que ces fameux brigands des bois de Bresse, les Bressous, eh bien, il a fallu l'intervention d'une armée royale pour les faire sortir de là, les déloger. Et que les survivants se seraient réfugiés à Marseille pour créer un gang de l'époque, et qu'il aurait très longtemps existé la rue des Bressous à Marseille. Et donc, quand on en parle avec des gens, moi je connais des gens qui ont connu la rue des Bressous, qui a existé jusqu'à récemment, mais bon, les rues sont souvent renommées. Quand on a quelqu'un qui a fait des choses bien, on va lui donner une rue. Et c'est intéressant de retrouver à travers l'histoire tout ça, quoi. Et donc, il y a plusieurs histoires de brigands, mais ce qu'on peut faire, c'est aller dans la forêt pour en discuter, voir ce que les gens appellent l'ancien village des brigands. C'est un peu des tas de pierres aujourd'hui. De voir cette fameuse chaise du diable. Et effectivement, moi j'aimerais bien me rendre sur les lieux. Et bien c'est parti, on y va. Allez, on y va. Allez.
est temps de se rendre donc à cette fameuse chaise du diable. L'endroit est assez féerique. Je vais essayer de ne pas me casser la pipe. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, nous y sommes. Du coup, c'est la chaise des deux diablotèmes plutôt. Voilà, si on veut. Alors vous voyez que le destin joue des tours. Au milieu de nulle part, sur la route, j'ai quand même croisé Fabrice. Si ça, c'est pas dingue. Incroyable. Et du coup, il va nous suivre ici. Et oui, c'est comme quoi la magie existe, hein, on dirait. Oui, oui. Parce qu'on est vraiment au fin fond de nulle part, quoi. Ah oui, c'est Carrément. c'est le cas de le dire. Oui. Eh Ici oui. d'ailleurs, moi je viens souvent en vélo ou courir. C'est peu importe la saison, c'est rare que je croise quelqu'un. C'est pour ça que j'adore venir ici. Moi, qui suis sauvage, j'aime bien être Et tranquille. oui, oui, bah oui. Même je viens avec mes chiens, c'est fantastique. Alors du coup, c'est vrai que Fabrice, t'habites à quelques kilomètres. Ouais, j'habite à Saint-Martin-de-Fugère, il y a combien? 5-6 km. Hein. Ouais, bon, j'aurais dit 7, mais ouais. Ouais, entre 5 et 5 km. 7 Ouais, ouais. 7 km. Donc ce qui paraît peut-être, disons, plus logique si on te croise ici, mais quand même, le monde est petit. Mais que Ah ouais, c'est incroyable, que franchement. ça arrive c'est- juste à l'instant, Ouais, à l'instant précis où Virgile, tu es là, tu es sur le même chemin, sur la même route. Voilà, c'est quand même. surtout que ça fait un moment que je dis il faut que j'aille chercher les framboises, il faut que j'y aille, Et voilà. je me suis dit, moi je vais vite y aller aujourd'hui, comme j'étais pas là. À la Donc maison. là, eh ben, toi, il doit y avoir les framboises du Incroyable. diable. Ouais. Les framboises du diable. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'accueillir à nouveau. Ah ben super, c'est gentil. Et Merci. donc nous sommes C'est ici sympa. donc sur la chaise du diable. Alors on a la potion magique Ah ouais, bah, de la source du monastère, quoi. Voilà. en plus. Voilà. Bon, c'est pas de l'eau bénite, ça serait peut-être utile face au diable. Ouais. Mais comme je disais, c'est vrai que les anciens du coin, les très rares personnes très âgées dans le coin qui connaissent encore l'existence de cette légende de la chaise du diable, vont toujours refuser de s'y asseoir. Hein, même des gens. Ah quand même, ah ouais, Ah ouais, ah, même, d'accord. Moi, dans mon travail, je rencontre souvent des gens très très âgés qui vont raconter ces vieilles histoires. Souvent qui vont me dire oui, mais c'est une histoire des vieux. Hein, Ouais. c'est dans l'ancien temps, etc. Nous, on n'y croit pas du tout, mais devant le fait accompli, on dit eh ben, on peut s'y asseoir sur la chaise du diable. Ils vont pas le faire. D'accord. Voilà. Comme dernièrement, ben, on discutait avec Virgile, avec des dames qui sortaient du musée des croyances populaires, et une dame qui disait ah, je voulais vraiment venir vous voir parce que j'ai écouté une de vos conférences au musée Crozatier au Puy sur les superstitions autour des serpents, etc. Et je lui disais qu'avec une équipe du musée Crozatier, on était allé dans des maisons de retraite, etc., pour demander à des gens, hein, à des anciens. Alors, il faut déjà demander aux maisons de retraite, est-ce que vous avez des gens très âgés qui ont toujours vécu à la campagne, des gens qui sont centenaires, qui ont toute leur tête, et à qui ça ferait plaisir de discuter avec nous à propos du serpent. Et on discutait avec des gens qui disaient « Ah, moi, je ne suis pas superstitieux du tout. Moi, vous savez, ça me fait rire toutes ces vieilles histoires que racontaient les anciens. » Et un jour, j'ai pris une salade dans mon jardin. Je lavais ma salade dans l'évier. Dans la salade, il y avait un serpent. Et ben, j'ai dit à mon mari, il faut jeter toutes les salades du jardin, parce qu'elles sont maudites. Mais moi, je ne suis pas superstitieux du tout. C'est vachement intéressant, Ouais, le ouais, truc. Quoi, tu c'est vois. clair. Et il y a des gens qui nous racontent des choses comme ça. Et après, bon, évidemment, ça fait des illustrations dans le château du Monastier, ça fait des histoires à raconter. Mais pour dire que ces choses sont toujours quand même présentes, ancrées chez les gens, même des gens qui disent « je n'y crois pas du tout », eh ben, il y a toujours un fond, je pense loin dans l'esprit, qui dit « ah ben non, non, finalement,
je le touche pas, je veux pas, etc. quoi. Alors Patrice, vous êtes donc sur cette chaise du diable, qu'on devrait presque appeler le banc du diable. Mais oui, oui. Alors, c'était peut-être un diable assez large aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et il est dit donc qu'il était là, assis, à observer des sabbats, c'est bien ça? Voilà, parce que on raconte hein, que il y avait une clairière en dessous. Là, on voit quelques arbres aujourd'hui, mais on dit que c'est ici où le diable venait s'asseoir pour trôner en fait, hein. Pas seulement pour surveiller le sabbat, mais pour être le roi en fait du sabbat des sorcières. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que ça pourrait être possible? Après, cette dans la histoire de sabbat? réalité, qui a déjà été témoin d'un sabbat? Voilà. Le sabbat, c'est quelque chose qui faisait très très peur aux paysans qui imaginaient toute une assemblée de sorciers, de sorcières qui se livraient à des actes abominables, qui devaient manger un enfant non baptisé, etc., etc. Que les soi-disant sorcières s'accouplaient avec des démons. Bon, bref. Et c'est quelque chose qui, comme je disais, qui faisait très très peur aux gens parce que on ne savait pas qui allait au sabbat. On imaginait que ça pouvait être son voisin, sa voisine, Ah ouais, d'accord. Ouais. voilà, son cousin, et ça crée une ambiance, pas de terreur, mais de suspicion, Ouais, forcément. voilà, envers tout le monde. Alors que l'Église elle-même avait du mal à croire en l'existence des sabbats. Hein, on a des textes de prêtres philosophes parfois, etc., qui disent « mais montrez-moi un sabbat ». Que l'Église pensait que le diable, plutôt que de présider réellement, physiquement au sabbat, que l'action du diable, c'était de monter les gens les uns contre les autres, avec ces histoires de sabbat, de suspicion, de dénonciation, après de procès, etc., tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Oui, parce qu'en plus, les gens qui étaient suspectés de sorcellerie à l'époque, on les mettait sur le bûcher directement. Alors, directement, alors pas directement, Enfin, parce ils étaient qu'il jugés y a- peut-être avant, mais... il y a un jugement, il y a une enquête, il y a ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition est créée par le pape Innocent, il s'appelait d'ailleurs le pape, c'est rigolo. Ah ouais, Oui, oui, oui. Et parce que effectivement, pendant toute une période, les gens qui étaient accusés étaient forcément coupables. Parce que si on est accusé, si on est accusé, c'est pas pour rien. Et contrairement à ce qu'on imagine, inquisition, ça veut dire enquête. Et que les gens ne sont plus coupables, ils sont suspects, qu'il va y avoir une enquête. Voilà. Et puis c'est pas du tout au Moyen-Âge. On dit toujours on brûle les sorcières au Moyen-Âge. Oui, c'est c'est ça. après. Ah, c'est après? Ah oui, ça commence à la Renaissance, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a qu'une culture, tout le monde est catholique. Mais à partir de la Renaissance, il va y avoir le conflit entre catholiques et protestants, où on va se dénoncer comme sorciers, comme hérétiques surtout. Dire le protestant, c'est pas un vrai chrétien, c'est un hérétique, etc. Le protestant pense l'inverse, que c'est le catholique l'hérétique. Et c'est vraiment à partir de la Renaissance, et surtout au XVIIe siècle, qu'il va y avoir les procès et les bûchers. D'accord. Contrairement à ce qu'on imagine, ça se passe à l'époque de Louis XIV, ça se passe à l'époque de Molière, à l'époque de La Fontaine, où il va y avoir tous ces bûchers, mais qui ne sont pas si nombreux que ce qui est évoqué dans la culture populaire, hein, dans le cinéma américain, la littérature fantastique, la bande dessinée. En réalité, l'Inquisition, qui existe pendant 5 siècles, tue moins de gens que la Révolution française en un mois, quoi. Voilà, si on compare les deux. Voilà. Parce que pour l'Inquisition, faire brûler quelqu'un, c'est un échec. L'Inquisition sert à remettre l'hérétique dans le droit chemin. D'accord. Voilà. Alors Patrice, tu m'as parlé d'une histoire en off qui est intéressante. Et c'est pour ça que je me permets de l'enregistrer. Donc c'est celle qui est en rapport avec ces fameux chiens donc, qui chassaient le lapin. Alors, ces cheminées volcaniques secondaires, hein, ces fameux Suchassou, ont un autre rapport avec le diable, parce que, vu que c'est de la roche toute fracturée, il y a des trous, parfois, entre les rochers, et dans le temps, les chasseurs disaient qu'il fallait surtout pas que les chiens poursuivent les lapins jusque dans les trous, parce que les chiens n'en ressortaient jamais,
que ces trous conduisaient en enfer. Alors, dans la réalité, un endroit où passe un lapin, peut-être que le chien qui le suit va se retrouver coincé et ne pourra pas sortir, mais bien sûr, dans ces anciennes explications du monde, qui n'étaient pas du tout scientifiques ou logiques, la croyance, la superstition prenait toujours le dessus, et on imaginait que si le chien ne sortait pas, c'est qu'effectivement, il était descendu trop bas, et que l'enfer était quelque chose de bien réel dans l'imaginaire des gens, et qu'il fallait, comme on disait, faire une croix sur le chien qu'on ne reverrait jamais, parce qu'il était évidemment attrapé par le diable, et c'était bien confirmé aussi par la présence de cette fameuse chaise du diable sur ce Suchassou, que la présence du malin était bien tangible et bien réelle dans l'esprit des anciens du pays. Vraiment, j'arrive pas à visualiser. Et ce qui m'embête vraiment, c'est que j'arrive pas à visualiser une bête, un animal, n'importe lequel, même un lynx, un machin, tu vois, qui pourrait faire ça de manière réalisable. Un lion pourrait. Mais vas-y, si c'est un lion qui a fait ça, où il est le lion, tu vois. Après, le lion, oui, ça pourrait. Et c'est pour ça que la thèse du puma elle semble réaliste. Un puma, il pourrait. Ouais. Mais alors déjà, d'où il vient, et ensuite, si jamais le puma, c'est un puma qui a fait ça, il aurait dû attaquer d'autres bêtes, dans d'autres fermes. Tu vois. Ouais. Pourquoi une attaque isolée, ça ferait pas de sens. Surtout que les proies... Surtout qu'il a pas mangé la bête. Ouais, alors ça, par contre, c'est le truc le plus chelou.
En Haute-Loire, plusieurs récits spécifiques évoquent des rencontres avec ce fameux homme sauvage. Certains parlent de bergers qui auraient aperçu une silhouette massive dans la brume. D'autres racontent des histoires de troupeaux mystérieusement protégés ou attaqués. Les grottes de la région, comme celle du Mézenc ou des gorges de l'Allier, sont souvent associées à son habitat. Il est souvent vu comme un avertissement pour dissuader les enfants ou les voyageurs imprudents de s'aventurer seuls dans les bois. Il représente aussi un idéal de vie libre, sans les contraintes de la société, mais à un prix, l'isolement et la rudesse. Alors, l'homme sauvage est-il un protecteur ou un destructeur ? Selon les récits, il peut aider les humains en leur enseignant des secrets de la nature. Mais il peut aussi être redouté pour sa force brute et son caractère imprévisible. Est-ce qu'il y a encore une chance que l'homme sauvage puisse exister en Haute-Loire ? C'est à vous de voir. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus sur cet homme sauvage velu, n'hésitez pas à aller visionner le reportage sur la terre de l'homme sauvage avec mes amis Damien et Jean-Yves. Et il a entendu du bruit, il y a un troupeau de je ne sais quoi qui allait passer. Il s'est dit je vais me faire écrabouiller quoi en gros, ou bouffer par des sangliers, des trucs. Et il a senti tout d'un coup une présence à côté de lui, une présence rassurante et qui avait l'air vraiment massive. Le troupeau de je ne sais quoi est passé à côté de lui et la créature qui a veillé sur lui, on va dire. Par la même occasion, je laisse le lien de la chaîne de Damien dans la description. Si vous aimez l'aventure et la découverte, je ne peux que vous conseiller de vous y rendre, de vous abonner et de suivre ces aventures. Donc nous sommes revenus aujourd'hui pour admirer donc cette pierre du sacrifice qu'on appelle la Roche Martine. La Roche Martine. Donc nous revenons ici à la Roche Martine aujourd'hui en plein jour parce que hier on a voulu faire une petite expédition de nuit, mais hélas après avoir fait on va dire 300-400 mètres, nous avons retrouvé l'équipe de télé américaine. Du coup on a préféré les laisser investiguer et je me suis dit qu'on reviendrait le lendemain et c'est chose faite. Donc vous allez me suivre. Et donc il est dit que sur cette pierre il y aurait eu des sacrifices, de nombreux sacrifices. Maintenant, qu'en est-il ? C'est bon, c'est ça. Il y a un puzzle d'escalade. C'est immense. Donc nous sommes bien arrivés sur la Roche Martine. Et effectivement on peut voir qu'il y a des cavités. Mais on peut aussi voir qu'il y a des petites rigoles. Alors certains disent que c'était pour récupérer le sang.
d'autres pour récupérer l'eau de pluie, voilà, pour pouvoir boire. Maintenant, chacun se fera son avis là-dessus. Mais l'endroit est assez onirique, je dirais. Grave. Hein? Ouais, c'est super beau. Il y a un côté enchantresque qui s'en ressort. Petit côté irréel un peu. Ouais. Alors je suis bien sûr avec Ayane, mais aussi Charlène. Donc nous sommes tout en haut du rocher. Ouais. Donc regardez, je vous montre. Il y a au moins 4-5 mètres de hauteur. Ah au moins ouais, 4-5 ouais. Ouais, donc il faut faire attention. Mais je pense qu'à escalader ça doit être marrant ça, tu vois. Et il y a des petites cavités, ouais, donc parfait pour se cacher. Là, si j'étais un animal, c'est peut-être là que je viendrais. Et ouais, on a même de ce côté-là, regarde. C'est très joli. T'as vu là, t'as un renforcement. Alors ici, il y a aussi... Là aussi, il y a une pierre. Très grosse pierre, posée sur une autre d'ailleurs. Et là, c'est assez surprenant. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait pareil que c'est une sorte de superposition de pierres. Ça là-bas Ça, je pense que ça peut être naturel parce que, bah, comme on a dit dans l'expression, le terrain il est volcanique. Donc ça se retrouve sur les terrains volcaniques. Par contre, effectivement, c'est vrai que c'est un peu... Bah, c'est amusant, c'est intriguant, quoi. Ça fait casse-gueule et pourtant ça tient bien. Ouais. Franchement, ouais. Hein. On va s'approcher un petit peu plus près. Ah, ça va être des pierres de plusieurs tonnes. Hein. Suivez-nous. Je vérifie que ça tient bien. On dirait que les pierres ont été emboîtées l'une dans l'autre. Putain, par contre, les prises, elles sont immenses. Oh my god, are you okay? Si on veut se mettre à l'abri, c'est parfait. Et alors s'il y a une pierre de sacrifice, en tout cas un rocher où on a fait des sacrifices, j'ai envie de penser que peut-être ça serait cette pierre ici. Ce rocher là. Je trouve qu'il a vraiment l'aspect pour ce genre de choses. Donc on peut voir aussi que tout autour donc de cet endroit, il y a aussi des pierres qui sont posées ici au sol, donc qui devaient délimiter la zone. Et donc j'imagine que s'il y avait un sacrifice quelque part, si c'était pas fait là-haut, tout en haut de ces rochers, je dirais que c'était possiblement ici. Sur ce genre de pierre? Ouais, quelqu'un s'allongeait, puis peut-être le bras qui était là-bas, ça permettait de récupérer le sang ici et là-bas. Ouais, je vois dans la rigole là. Ouais. Ah, je pense que c'était fait quand même sur la grosse pierre, parce que t'as vu les méga rigoles qui en haut. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que sur ce genre de pierre, ça serait pas surprenant non plus. Ouais, parce que je me dis, ouais, avec les deux rigoles, une en haut, une en bas, on pourrait se dire que là, le bras, tu vois, si peut-être le sang qui coule du haut du corps et en bas pour récupérer ce qui est le sang qui pourrait éventuellement venir des jambes, en tout cas du bas du corps. Après, voilà, on émet des hypothèses parce qu'on est là sur les lieux, mais s'il faut, rien de tout ça s'est passé. Alors il est dit aussi qu'il y avait des sabbats. Ça revient assez fréquemment aussi, cette histoire de sabbat dans le coin. Tu fais une veillée en haut, tu fais un petit feu ou... Tu vois, Ou un pique-nique. C'est comme à la grotte de l'Ermitage en fait. Ouais, il y a un petit air de ressemblance. Ouais. Bon, la grotte de l'Ermitage reste ma chouchou.
profil, ces pierres elles forment la tête d'un troopers. Ah c'est vrai, dans Stormtrooper ça va, ouais, grave. Tu valides? Je valide complètement, c'est vrai. Avec un œil un petit peu, genre mec un peu défoncé. Mais sinon, ouais, grave. Non, puis en plus c'est joli, c'est bien pour tes viewers. Tu leur montres des belles choses là. Oh, c'est chouette, hein. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des vrais articles faits par des gens compétents, pas moi, mais des gens vraiment compétents, qui ont expliqué qu'il y avait eu des sacrifices humains ici. C'est un truc connu, quoi, tu vois, c'est pas une... En tout cas, ce lieu est plus connu pour ses sacrifices que pour ce lieu, on va dire, un petit peu onirique, féerique. Ouais. Oui. D'ailleurs, si on est là, c'est un petit peu pour ça aussi, faut pas se le cacher. Bah, si on n'avait pas été au courant qu'il y avait des sacrifices ici, on serait pas venu pour profiter un peu de la beauté de l'endroit aussi, tu vois. Exactement. Moi, je connaissais même pas cet endroit. Là, je découvre, tu vois, c'est magnifique, il y a de la mousse de partout, on est en sous-bois, il y a un tout petit peu de lumière, c'est vraiment joli. Et maintenant, c'est vrai que, ouais, moi, tu conseillerais ce lieu à Yann? Ouais, grave. Mais deux ambiances. C'est-à-dire, tu veux passer un bon moment, tu vois, avec tes potes et tout. Tu viens, genre, en après-midi, tu fais un petit pique-nique et tout. Tu fais un peu le compte escalade et tout, tu t'amuses, tu vois. Et par contre, si tu veux faire une ambiance peut-être un petit peu plus orientée paranormale, là, tu viens de nuit, je pense qu'il y a un gros flow ici, tu vois. Ouais, carrément. Je pense vraiment, tu passes un très bon moment, avec, tu viens avec une lampe torche, une bougie, un machin. Bon, après, c'est un petit peu de marche. Mais par contre, ouais, je conseille de fou. C'est vraiment très joli. Oui, c'est pas difficile d'accès, mais quand même, il faut marcher un minimum, quoi. Voilà, c'est ça. C'est accessible même aux gens qui sont pas en mesure de faire des randonnées un peu techniques, qui peuvent marcher. Juste, tu marches. Franchement, ça passe. Tu peux venir jusqu'ici. Et il y a quand même des choses à voir, quoi. C'est quand même joli. Alors après, toujours dans le respect du lieu, hein. Parce que bon, en venant, on a vu des lingettes sur le sol. Ouais, c'était cracra, ouais. Mais par contre, toujours là, respect du lieu. Et moi, je recommande à mort. C'est vraiment très beau. Ouais, moi je le valide aussi. Alors, franchement, c'est une belle petite expédition, ça. Ça va? La Roche Martine, si vous avez l'occasion, écoutez, n'hésitez pas. L'aventure commence sous la Roche Martine, où le vent s'endort au creux de son corps. Les pierres racontent des histoires, des amours perdus, des âmes qui reviennent. Les sentiers s'enroulent, mais avec Ayonne, Charlène et Virgile, rien ne s'écroule. L'écho répond aux cris des oiseaux, le passé ressurgit. Ô Roche Martine, gardienne des temps, sous ton ombre fine, danse le présent. Les rivières chantent, les étoiles s'inclinent, sous ta douce étreinte, dansent les racines. On dit que les âmes qui cherchent la lumière trouveront dans tes veines une paix sincère. Et quand vient la nuit, sous ton manteau noir, les rêves s'éveillent au creux de l'espoir. Donc Claire, nous sommes à la Roche Martine, donc un lieu magnifique. Franchement, je découvre encore une fois, et c'est très beau, onirique, j'ai envie de dire. Est-ce que tu connais des histoires passées qui se seraient déroulées ici même? Alors en fait, c'est vrai que c'est très beau, mais le passé de cette roche est très sombre en fait. Cette roche servait pour faire des sacrifices humains. Donc il y avait des moines, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 1600, qui en fait faisaient des sacrifices humains. Et avant eux, il y avait des druides qui faisaient la même chose. Et en fait, ce qui a été rapporté, c'est qu'ils leur mettaient des coups de sabre pour les tuer, en les éventrant. Et l'avenir leur était révélé pour voir, ils regardaient la façon dont les gens mouraient. Et la façon dont les gens mouraient, eh bien, en fait, ça leur donnait des indications sur des questions qu'ils posaient. Donc les pauvres bougres qui étaient amenés là-haut, en fait, ça fait un genre de table. Et il y a une rigole pour que le sang coule. Alors j'aime autant vous dire que la terre qui est ici est imbibée du sang de centaines, peut-être de milliers de personnes.
Et j'avoue, j'aimerais pas y venir la nuit en fait. C'est assez chargé, c'est assez lourd en fait. Toi, tu dirais que les sacrifices auraient eu lieu en haut de ce gros rocher? Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ce qui est évident, ce qui est clair, c'est que il y a des tas de personnes qui ont été assassinées ici sous prétexte d'avoir des informations. Les pauvres, c'est abominable. Non, je pense pas que je viendrai ici de nuit en fait. Alors là, il y a un chemin, donc pour baliser, afin qu'on puisse venir ici sur les lieux, mais j'imagine dans le passé, on serait quand même au milieu des bois, quoi. Et peu importe les cris, là on n'entend pas, quoi. Personne ne vous entend pour venir vous chercher. Ah non, c'est sûr, là, en faisant le chemin, je me disais, mais bon sang, les pauvres gens qu'on emmenait attachés, qui savaient qu'ils allaient être tués parce que c'était pas les premiers, et que tout le monde autour d'eux, il n'y a personne qui leur vient en aide, et ils sont là pour être assassinés, quoi. Enfin, c'est abominable, quoi, en fait. Et tu penses que c'était pour avoir ce pouvoir de voir dans le futur, ou il y avait autre chose derrière? C'est peut-être encore une fois multifactoriel. Ce que moi je pense, c'est que si tu verses le sang de personnes innocentes comme ça, il y a un prix à payer derrière. Après, est-ce que réellement ça leur donnait des informations? Quel type d'informations? Sur quelles questions? Comment savoir? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ça leur donnait un pouvoir colossal sur la population. Parce qu'ils décidaient de qui mourait et qui vivait. Donc, régner par la peur, ça leur donnait en tout cas, même admettons que ça leur donnait pas d'informations quelles qu'elles soient, en tout cas ça leur amenait un pouvoir colossal. Et rien que pour ça, en fait, ça peut légitimer pour eux le fait de le faire, en fait. En tout cas, un lieu qui doit être sacrément chargé. Ah oui, ça c'est Donc sûr. pour les chasseurs de fantômes, éventuellement, c'est vrai que ça peut être un lieu assez intéressant. Maintenant, moi je suis sur place avec toi, en pleine journée, et je dois te dire que je trouve ça plutôt agréable. Mais c'est vrai que la nuit, ça doit être tout autre chose. Je pense que ça doit être carrément comme si tu basculais dans un autre lieu, à mon avis. Vraiment, il doit y avoir un truc qui doit chanter à un moment donné, parce que là c'est vrai que c'est beau, c'est paisible, il n'y a pas de bruit, mais moi je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui ont été assassinés, et je pense que la nuit venue, tu vois, j'irai pas moi, j'irai pas. Il faut les laisser reposer en paix, quoi, et respecter ça. Mais je pense vraiment que ça doit être bien pire la nuit, quoi. Rien à voir en vrai. Vous allez maintenant entendre un témoignage qui s'est déroulé en Haute-Loire, très très proche de l'habitation de Claire. J'aurais bien évidemment aimé que cela soit le témoin qui partage son observation, mais je l'ai senti assez mal à l'aise avec ça. Toutefois, j'espère que dans le futur, il se sentira prêt à en parler. C'est pour cela que je ne vais pas insister plus. Par contre, je me dois de partager ce témoignage car il me semble vraiment important de le faire, sachant que cela s'est déroulé aussi non loin de la Roche-Martine. Ma mésaventure a commencé quand je revenais d'une manifestation sportive en 2023 qui se déroulait à Ambert, dans le 63 pour être plus précis. Le GPS me faisait passer par des petites routes isolées, à proximité de la Chaise-Dieu, dans le 43. Il faisait nuit à ce moment-là, il était environ 22 heures.
Au milieu de la route, dans la lueur de mes phares, j'ai aperçu un gros chien noir qui venait d'attraper un petit faon. Il me tournait le dos et faisait comme si je n'étais pas là. Je me suis arrêté pour défendre le faon. Après tout, j'ai toujours des bâtons de marche dans ma voiture, alors j'en ai pris un rapidement pour taper sur le chien afin qu'il lâche sa prise. Au début, je pensais avoir affaire à un de ces gros chiens de ferme qu'on trouve souvent dans la campagne, ce qui peut arriver souvent dans ce coin. Mais là, je vais rapidement comprendre que c'est autre chose. Quand j'ai frappé de toutes mes forces sur son dos, il s'est retourné et là. Il s'est mis debout sur ses pattes arrière en grognant. Il mesurait au moins 2 mètres de haut. Pendant un instant, j'ai pensé à un ours, il fallait bien que je trouve une explication. Mais ce n'était bien sûr pas un ours. J'ai eu très peur, je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre de situation. J'ai donc vite couru pour retourner dans ma voiture, abandonnant mon bâton sur place. Une fois installé au volant, il n'était plus devant, il était déjà plus là, mais je n'ai pas été rassuré longtemps. Soudain, il a sauté par-dessus ma voiture d'un bond d'environ 8 mètres. Je ne vois pas d'autre explication. J'ai démarré en trombe en évitant le faon, resté sur place, croyant que l'histoire s'arrêtait là, car c'est ce que je souhaitais au plus profond de moi. Mais non, après avoir roulé à peine une dizaine de mètres, cet énorme chien noir était derrière moi, sur ses 2 pattes arrière, tapant contre ma voiture et grognant. À l'intérieur, mon labrador qui m'accompagnait s'est mis à aboyer, ce qui semblait énerver encore plus cette bête. Il va me suivre sur environ 1 kilomètre, essayant de mordre mes roues. Puis en arrivant à un carrefour, j'ai aperçu 2 autres chiens étranges, plus petits ceux-là, qui attendaient. Ils étaient eux aussi entièrement noirs, avec des yeux jaunes qui brillaient dans la lumière de mes phares. J'ai ralenti pour éviter de les percuter, et les ai vus se rejoindre, se renifler, puis disparaître dans la nuit. J'ai voulu imaginer ou penser que leur maître était peut-être dans les environs, mais je n'ai vu personne, aucune âme qui vive. Jusqu'à récemment, j'avais gardé cette histoire pour moi. Puis un ami m'a parlé des légendes concernant le Dogman, du loup-garou, mais aussi de ta chaîne YouTube. Et j'ai fait le rapprochement. Ready, fight! Bonjour à tous, me revoilà ici même dans le Jura, plus précisément dans la forêt de Chaux. Aujourd'hui, je vais pouvoir interviewer non pas un seul ou même 2, mais 4 témoins, une famille entière, qui auraient été témoins de ce qui semble être un Dogman. Pour ce faire, je suis venu directement sur le lieu de leur observation, et je peux vous dire qu'il a fallu marcher. Du coup, on va essayer de connaître un petit peu plus la taille que faisait cette créature, mais surtout, vous allez aussi entendre le témoignage de chaque témoin, un par un. Je m'en vais les rencontrer, suivez-moi. Donc,
Nathalie, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu vois à ce moment-là, au loin? Ok, donc moi je conduis très doucement parce que la route est bien défoncée. Donc je roule environ à 30 km/h. Au loin, sur la droite, sur ma droite, tout au fond, au-dessus de la côte, je vois une grande silhouette noire. Donc je pense d'abord à une moto, à quelqu'un monté sur une moto, puisque c'est tout noir de partout. Très haut, très, très large, qui semble s'approcher vers nous, puisque on roulait et la silhouette ne disparaissait pas de l'autre côté de la côte. Donc est-ce que Nathalie, tu peux me dire là, en fonction de ce que tu vois par rapport à la silhouette qui se trouve au loin, ça te semblait beaucoup plus grand? Plus grand, oui. Beaucoup plus large, ça c'est sûr. Et je dirais au moins 2 têtes de plus. D'accord. Et quand tu dis plus large, ça faisait... ça semblait prendre la moitié du chemin sur la droite. Il semblait remplir tout le côté droit. D'accord. Voilà. Et ça venait vers vous? Ça venait vers nous puisque là-bas c'est au-dessus d'une côte et il semblait pas disparaître de l'autre côté. Voilà. Donc forcément je me suis dit, il s'approche. Et après on l'a nettement vu faire des pas vers nous. Ok. Donc, est-ce que pour les autres témoins, alors Jackie, est-ce que toi tu le vois de quelle taille là par rapport à ton fils du coup? Alors moi, bien sûr, la distance est à peu près bonne, mais la taille était un peu plus grande, voyez-vous, mais en couleur noire, très foncée, et un peu brillant peut-être, mais vraiment grand. Hein. Ouais. Une taille vraiment grande. Et effectivement, il marchait contre nous. C'était des pas un peu allongés quand même. Oui. Ouais. D'accord. Tu distingues des bras un peu plus longs? Oui, peut-être un peu aussi. Ouais. Et puis dès qu'il nous a perdu, parce que c'est ma fille qui conduisait, moi j'étais assis à côté d'elle, et je ne l'ai pas aperçu tout de suite. C'est ma fille qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin noir là-bas? Et donc j'ai bien regardé, et puis ça venait contre nous. D'accord. Effectivement, c'était noir du haut en bas. Hein. Ouais, tout au noir. Et donc, ouais, plus grand, une ou deux têtes de plus? Plus grand, oui. C'est ça qui m'a impressionné, c'était vraiment grand. D'accord, ok. Lily, donc la plus petite, la petite fille, donc 13 ans, c'est ça? Donc jeune témoin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu viens d'entendre? Il y a 2 détails qui m'ont vraiment marqué, c'est que c'était vraiment très très noir et c'est quand même pas mal plus grand que la silhouette qu'on voit là. Donc, ça te semble tout petit comparé à ce que tu as vu? Ouais. D'accord. Et voilà, c'était... Et les pattes étaient très longues et fines par rapport au haut du corps. Tu veux dire que le haut du corps était plus grand et large que les jambes? D'accord, ok, très bien. Pareil, tu vois des bras un peu plus longs toi aussi? Ils arrivaient à peu près aux genoux. D'accord, ouais, donc c'était un peu plus long. Très bien. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que tu viens d'entendre? Alors moi, là, je dirais la même chose, à peu près 2 têtes de plus. Par contre, vraiment large, plus large que ce qu'on voit là. Très très noir aussi. Et puis sinon, bon, c'est la même chose que ce qui a été dit. Donc maintenant qu'on est en train de parler de sa taille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la reproduire. Donc on a donné un sac noir à votre frère qui fait 1m75 par là. Ok. Donc il va lever le sac petit à petit, doucement, et vous allez me dire à quel moment pour vous ça vous semblait à la bonne hauteur, quoi. On sera à 2,30 m. Donc Nathalie, on va commencer avec toi. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a amené à venir sur ce chemin? Comment vous vous êtes retrouvés ici? Alors on s'est retrouvés ici un jeudi après-midi, c'était un jour férié. On était venus en balade, on voulait visiter le village d'Amange. D'accord. Donc on avait entendu parler de ce village et on voulait le visiter et puis voilà,
Très bien, donc vous étiez allé à Manges pour, voilà, pour prendre quelques photos, quelques vidéos du lieu que vous avez pu voir à travers mon reportage. Oui, on a visité la maison de Gilles Garnier, on est allé sur les ruines, on a vraiment un petit peu galéré, c'était difficile à trouver, il faisait chaud ce jour-là, on était fatigués. Donc on rentrait de cette balade, de cette petite virée, à 4. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé par là? Parce que c'est quand même perdu. Alors, on avait l'intention de rentrer par la forêt de Chaux, qu'on avait traversée quelques semaines plus tôt, qu'on avait trouvé très jolie. Il y avait beaucoup d'eau, il y avait des petits ruisseaux, des petites mares, et on voulait repasser par ici. Sauf que le GPS m'a dirigé sur des chemins un peu interdits aux véhicules. Et je me suis dit, on est fatigué, j'ai pas envie de faire demi-tour, on passe, on verra bien, on va doucement. On n'a croisé personne, donc voilà. C'est là où moi je roulais donc tout doucement et au loin j'aperçois cette grande silhouette noire que je prends tout d'abord pour un motard ou un cycliste. Voilà, j'avais du mal d'identifier ce que je voyais réellement. Voilà. D'accord. Donc la silhouette semble se rapprocher puisque je ne la vois pas disparaître du haut de la côte. Donc je me dis, vu que je conduis, je fais quand même attention à ce que je vais croiser. Je me dis, je vais ralentir. Je commence un petit peu à passer donc de 30 km/h à 20 km/h. Et la silhouette, je voyais bien au final qu'elle se rapprochait. Elle ne s'éloignait pas, elle se rapprochait. Donc silhouette très 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 haute, très très sombre, large, carrure très large. Donc j'ai pensé à un motard avec son blouson, son casque, vu que c'était tout noir de haut en bas. On ne voyait pas de... On était loin, il faut dire. On ne voyait pas de mains, on ne voyait pas de visage, on ne voyait pas de vêtements, ni de cheveux. C'était une masse, une silhouette, toute noire. Très carrée au-dessus et fine du bas. Des grandes jambes fines. D'accord, voilà. ok. Et ça marchait tranquillement. Ça semblait, et ça marchait vers vous? Ça marchait vers nous, oui. Ça s'avançait donc du côté où moi je roulais. Donc elle était du côté gauche et nous, elle était dans notre côté droit, dans notre couloir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle continue à se rapprocher Alors de vous, elle se rapproche, on sentait qu'elle marchait lentement, elle se rapproche tranquillement, tranquillement, et les secondes défilent et moi dans mon cerveau ça va vite, ça... Je me dis qu'est-ce que c'est, et c'est là que j'ai ma sœur derrière qui me dit c'est quoi là-bas? Et là tout de suite j'ai compris que voilà, j'avais raison, on avait affaire à quelque chose de bizarre, de pas commun. Ça aurait été un motard, un cycliste ou même quelqu'un qui marche, on n'aurait pas eu cette réaction. Voilà. Il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose qui clochait nettement, par rapport à la carrure, par rapport à la couleur et par rapport à la démarche. Ça semblait faire des grands pas lents. Voilà, ça marchait lentement et ça s'avançait avec des grands pas. Voilà. Il semblait voir des jambes, des pattes ou des jambes qui faisaient des grandes enjambées lentes. Voilà. Donc ça s'est rapproché, je dirais, pendant une vingtaine de secondes. Le véhicule commençait à ralentir, je ralentissais, toujours en observation, aux aguets. Et au bout d'un moment, le truc, donc la créature, ou l'être, je ne sais pas comment on peut dire, a semblé se déporter un petit peu dans le talus, dans l'herbe. Elle est passée du gravier du chemin au côté dans l'herbe, tout doucement. Elle a dévié et elle s'est arrêtée. Pour moi, elle s'est arrêtée. Et là, elle s'est déhanchée de gauche à droite. Elle a fait un petit balancement. J'ai pensé qu'elle se cachait derrière un truc, un panneau ou quoi. Et j'ai même dit dans la voiture, qu'est-ce que ça fait? Ça se cache? Enfin bref, bizarre. Et là, tout d'un coup, elle a lancé une patte. Elle a fait un pas et elle a traversé le talus. Elle a atterri de l'autre côté du talus. Elle a disparu de notre vue en un pas, sans élan, sans prendre de recul, tranquillement, quoi. Comme nous, on fait un pas d'1 mètre, elle a fait un pas de 6 mètres, 5-6 mètres. Okay. Voilà. Et c'est c'est là que moi j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait un truc qui clochait nettement. Moi là j'ai brillé, j'ai stoppé la voiture. J'ai arrêté net et j'ai dit j'avance plus, je ne veux pas croiser ce truc. Voilà. Oui, donc c'est pas parce que tu étais intéressé par ce sujet à la base que forcément tu avais envie de croiser un jour. Non, pas du tout, j'ai jamais eu envie d'en croiser, je pense même que je n'en croiserai jamais de ma vie, c'était peu probable, c'est très rare. Surtout ce jour-là, viré à Manges, je me dis, aucune chance, ça serait vraiment un coup du destin incroyable.
Donc c'était vraiment pas dans ma tête. Moi Ouais. j'étais plus préoccupée par on va rentrer, c'est fin d'après-midi, on est fatigué, je veux rentrer bon par un petit sentier sympa, mais je vais pas faire demi-tour, allez on rentre, on s'arrête pas. J'étais inquiète de la route plus qu'autre chose. Et puis de la voiture, je conduisais la voiture de mon papa, donc je faisais attention aux trous, je zigzaguais entre les trous. Donc j'étais plus inquiète de la route, de quand est-ce qu'on va rentrer, est-ce que voilà, plus que est-ce que je vais voir un truc. D'accord. Voilà, Oui, vraiment pas. t'y Je ne songeais pensais pas du tout, quoi. Je pensais pas, ouais, on va peut-être en voir un, tu vois, j'étais pas du tout dans l'esprit. Et si on voyait quelque chose, pas du tout, pas du tout. D'accord. Ça a été la surprise totale et j'ai même pensé que c'était un motard ou tu vois. Oui, oui. Ah oui, Oui, vraiment t'as au début pensé à pour autre moi chose, c'était, waouh, c'est quoi, c'est bon, je vais croiser quoi là, un motard, un cycliste. Attends, c'est bien grand, c'est noir. Enfin, tu sais, petit à petit, ça vient doucement, Ouais. doucement, doucement. Et là, toutes les idées te passent par la tête, tu vois. Tu rationalises, tu te dis, bah non, il y a une explication. Et c'est quand ma sœur me dit, c'est quoi là-bas le truc? Là, je me dis, ok. Oui, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu n'es pas la seule à avoir été témoin. Non. Vous êtes 4 dans la On est les voiture 4, oui. et vous voyez la même chose. Ouais, et là, c'est là que mon papa dit, mais c'est grand. Si c'est un mec, il est grand parce qu'on est loin. D'ailleurs, on va l'appeler. On va appeler ton Ouais, papa. d'accord. On va appeler Jackie. Et Jackie va nous raconter sa version des choses. Donc merci Jackie d'accepter de témoigner. Il n'y a pas de souci, oui. Donc pour toi, ben voilà, je vais te demander de décrire ta version. Alors moi, donc, on rentrait d'une balade qu'on avait fait à Manges. Hein, on est allé visiter la maison de Gilles Garnier, on a pris quelques photos. Et puis au retour, on était un peu fatigué, bien sûr. On s'est dit, on va rentrer tranquillement. Je crois qu'on était avec ma voiture, il y avait c'est ma fille qui conduisait, Nathalie, et puis mon autre fille qui était derrière avec ma petite fille. On rentrait tranquillement, je pense qu'on avait dû mettre le GPS parce qu'on ne connaissait pas trop la route. Et puis on rentrait tranquillement, et puis à cette hauteur-là, où Michael était avec le sac, et ma fille me dit, qu'est-ce que c'est là-bas? Je regarde, c'était noir, c'était grand, mais ce qui m'a surpris, c'est que c'était très grand et très noir, même un noir intense et brillant à la limite. Puis ça marchait contre nous, du côté droit, là. Ça venait contre nous, des grandes enjambées. Je regarde, on regarde, et puis ma fille, il me semble qu'on roulait encore un peu. Hein. J'ai dit, arrête-toi, parce qu'elle va nous entendre, nous voir, puis elle va partir. Donc elle a fini par s'arrêter quand même, mais la créature a dû nous voir, et à un moment donné, là, elle a fait un temps d'arrêt. Il me semble qu'elle a tourné légèrement, et elle a fait une enjambée, mais une seule enjambée pour sauter du côté du bois. Et après, elle a complètement disparu, on ne l'a pas revue. Mais effectivement, quand on est allé voir après sur place, le fossé, pour arriver à la lisière du bois, il y a un peu plus de 3 mètres, 3,50 m, hein, il y a même 4 mètres. Hein. Depuis le bord de la route, il y a au moins 4 mètres. Elle a fait un seul pas, une seule enjambée. C'est ce qui vous a impressionné le plus? Moi, c'est sa hauteur. C'était vraiment grand. Et puis la couleur, vraiment un noir intense. Hein. Tout noir. Oh, complètement. Ça aurait été un être humain, je dirais, on aurait vu distinguer le visage. La couleur du visage aurait été différente du reste du corps. Mais là, c'était un noir complet. Complet. J'ai dit, c'est quand même pas possible. Et puis mes filles étaient un petit peu paniquées, parce que, bon, j'avais bien peur, mais il me semble qu'elle était un peu paniquée dans l'auto. Elle dit, on risque rien, la voiture. Et puis non, finalement, elle a fini par disparaître dans le bois. D'accord. Voilà. Mais on n'a pas cherché, on ne cherchait pas vraiment à voir quelque chose. Hein. On était fatigués, on voulait rentrer assez rapidement, et puis ça s'est produit comme ça, hein, tout à fait par hasard. Hein. D'accord. Ouais. Très bien. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler votre autre fille, du coup. Oui, tout à fait, parce que les témoignages peuvent différer. Bon, ben, moi, j'ai pas une vue très très perçante, mais là ce qu'on voyait, c'était vraiment... En tout cas, on sent que l'enjambée, la taille et le noir. Et le noir, hein, Ouais, vraiment, ça ça m'a choqué, ça. Ouais. D'accord. Et oui, c'est pour ça que je vous prends à part, pour avoir tout à fait. Voilà, parce que peut-être il peut y avoir des choses, pas qui un peu diffèrent, mais différentes, certains détails, Ouais. voilà, qui peuvent être différents. Des détails que j'ai peut-être pas forcément vus. Hein. D'accord. Mais en tout cas, l'ensemble de la créature, c'était ça. Hein. C'était un peu ça. Ouais. Très bien. Et pour vous, Jackie, pour finir, ça pourrait être ce qu'on appelle un dogman, vous pensez?
Après réflexion, oui, c'est possible, parce qu'un être humain n'aurait pas réagi de cette façon. Je pense pas. Pourquoi se cacher, défiler, alors qu'il n'y a personne c'est pas dangereux. Je veux dire. Pourquoi se cacher et puis sauter dans le bois directement? Un animal, ça serait peut-être une réaction d'animal, oui, tout à fait. Mais pas d'un être humain, je pense pas. Très bien. Ouais, voilà. Eh bien, merci Jackie. Ben, Et on va appeler Sandrine maintenant. Ok. Donc Sandrine, merci de vouloir aussi témoigner. Merci à toi de nous accueillir. Eh bien écoute, non, c'est vous qui m'accueillez plutôt. Mais voilà, donc c'est moi qui vous remercie. Ton papa, donc Jackie, vient de nous raconter son observation, ses détails à lui. Écoute, je vais te laisser la parole là-dessus pour que toi, tu nous décrives ton observation. Alors moi je vais pas rajouter grand chose par rapport à ce qu'ils ont dit, j'ai quasiment vu la même chose. Une silhouette très grande, très sombre, assez large, plutôt en haut qu'en bas, mais moi j'ai pas trop vu les jambes. J'étais focalisée sur le haut parce que, comme Nathalie l'expliquait, on était passionnés de tes vidéos, les cryptides, tout s'intéressait au sujet. Et donc moi quand j'ai vu cette silhouette très grande, très sombre, au début j'ai éliminé la piste de l'humain, rapidement, en quelques secondes. Et après, c'est au moment où il s'est tourné sur le côté et qu'il a fait... Enfin, moi, j'ai pas vu l'enjambée, j'ai pas vu les jambes, j'étais focalisée sur le haut du corps. Parce que je voulais voir sa tête, je voulais vraiment voir ce que c'était. Et quand il s'est retourné sur le côté avant de faire l'enjambée, je l'ai vu de profil et là, j'ai vu vraiment une carrure très large en haut, un peu voûtée sur le côté. Et fin à la taille. Tu veux dire que quand tu le vois de profil, il est un peu voûté comme ça? Oui, comme une bosse sur le haut du dos, un peu comme je disais une forme de poire, c'était vraiment très large en haut et puis c'est étroit au niveau de la taille. Et moi j'ai vraiment vu ça et c'est ça ça se resserrait au niveau de la taille. Et c'est ça qui m'a fait penser plutôt au dogman. Mais les jambes, j'ai pas vu, j'ai vu le pas, je l'ai vu avancer d'un pas dans le talus, mais en un seul pas, en fait il n'est pas descendu et remonté, c'est allé tout droit et après il a disparu. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Bon. Tu vois, ton témoignage, il rajoute un côté voûté. Voilà, oui, moi j'ai vraiment vu ça. J'ai pas trop vu les jambes fines, j'ai vu que c'était très grand, mais j'étais focalisée sur le haut. Je voulais voir vraiment sa tête, le haut. Et j'ai vu vraiment cette largeur et ce côté bossu. Voilà. Et toi, ton opinion là-dessus, tu penses que ça pourrait être un dogman? Oui. Ouais. Par rapport aux images que j'ai vues de dogman, je pense. Parce que vraiment la carrure très large, oui, la bosse au niveau derrière la tête et plus fin au niveau de la taille, ça pourrait correspondre, oui. D'accord, très bien. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le témoin le plus jeune, la plus jeune. Salut Lydie. Salut. Donc Lydie qui est la plus jeune, donc 13 ans, qui va faire 14 ans d'après ce que j'ai compris. Donc qui a été aussi témoin et qui veut bien témoigner. Voilà. Donc Lydie, écoute, je te laisse la parole. Oui. Alors, au début, j'étais donc à l'arrière de la voiture et je cherchais le chemin sur mon téléphone parce qu'on était un peu perdus. Alors j'ai cru comprendre ça, c'est que le GPS vous a joué des tours. Oui, voilà. Alors il faut dire qu'ici, on ne capte rien. Hein. Il n'y a rien à faire, quoi. Je capte que dalle. Je te laisse continuer. Et à un moment donné, j'ai pas vu tout de suite et j'entends ma maman, Sandrine, il dit qu'est-ce que c'est? Et c'est à ce moment-là que je lève la tête et je vois cette grande silhouette noire loin, voilà. Et j'essaie d'analyser qu'est-ce que ça pourrait être. Et je me dis ça peut être un poteau, parce qu'au début c'était un peu immobile. Et j'ai pensé à un grand poteau noir du coup. Et comme j'ai vu un peu après, au bout d'un moment, on a vu qu'il avançait vers nous et il se balançait un peu, il faisait des mouvements. Quand tu dis se balancer, c'est quoi? C'est les bras, c'est les épaules? Oui, les bras. D'accord, ok. Et ça a duré, il a avancé pendant... je l'ai vu avancer pendant 15-20 secondes et pour moi ça a paru quand même très long. Et à un moment donné, il s'est mis sur le côté dans l'herbe et il a un peu hésité, il se balançait aussi encore et il a fait une grande enjambée et il a disparu dans la forêt.
D'accord. Et toi, cette grande enjambée, pareil, c'est quelque chose qui t'a... Ça m'a marqué, j'ai Ouais. surtout regardé les jambes tout le long. Et ce qui m'a marqué, c'est la couleur, c'était très 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 noir et très grand. Et le haut du corps était très large par rapport aux jambes qui étaient plus fines et plus longues. D'accord, très bien. Voilà. Et est-ce que tu avais déjà entendu parler de Dormanzo ou pas du tout? Oui, oui. Un petit peu, ouais. Ok. Et tu penses que ça pourrait être quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. Ouais. Bah, j'ai quand même douté de moi quand même, de ce que j'avais vu, mais le fait qu'on soit quand même 4 témoins à avoir décrit la même chose, bah, ça a un peu enlevé mon doute. Ouais. Oui, tu avais peur que tu hallucinais, quoi. Oui, voilà. D'accord, ok. Quand tu dis il avait les jambes plus hautes, c'était, tu veux dire que c'était pas équilibré, il y avait Non, quelque chose c'était qui pas clochait. équilibré. C'était quoi? C'était vraiment... Les jambes ouais. étaient très grandes par rapport au buste qui était plus petit mais plus large. D'accord, ok. Ah oui. Ok. Donc ça voudrait dire que le haut des jambes soit large et puis que ça devenait plus mince par la suite. Oui, D'accord, oui, c'est vrai que... D'accord, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup Lily. Alors avant qu'on arrête l'interview ici, est-ce que par la suite tu as eu, parce que tu es quand même très jeune, est-ce que tu as eu des cauchemars, quelque chose qui... J'ai pas eu de cauchemar, mais le premier soir j'y ai pensé, j'y ai beaucoup réfléchi. Ça me faisait un peu peur de me dire que j'avais vu quand même quelque chose que j'arrivais pas à identifier en fait. Et après c'est passé par la suite, mais voilà. D'accord, très bien. Eh bien merci beaucoup. Merci Merci pour ton aussi. courage. Donc maintenant je suis avec Michael, le fils de Jackie, mais le frère donc de Sandrine et de Nathalie, et l'oncle aussi forcément de Lily. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toute une famille. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, Michael n'a pas été témoin, mais du coup, quand ses sœurs lui ont raconté l'histoire de leur observation, lui, ça lui a rappelé un souvenir qu'il a vécu. Enfin, il n'a pas vu quelque chose, mais lui qui a vécu, il a vu un ami à lui qui, semble-t-il, aurait vu quelque chose. Et donc, ça lui a rappelé ce souvenir, et j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis dit qu'on allait l'enregistrer. Merci Michael déjà d'avoir accepté. Et écoute, je te laisse la parole, si tu veux bien nous raconter ça. Alors c'était il y a une vingtaine d'années à peu près, 25 ans même je dirais. On pique-niquait avec des amis en forêt. Et c'était presque à la tombée de la nuit. Et, un ami de longue date, il a vu une grande ombre à l'orée du bois, une vingtaine de mètres d'où on se trouvait à peu près. Et ça l'a terrorisé en fait. Mais nous on n'a pas pris ça au sérieux sur le coup. Voilà. En fait, vous l'avez vu apeuré. Voilà, c'est ça. Et quand il nous a raconté ça, nous on l'a pas pris au sérieux. On était jeunes, une vingtaine d'années à peu près. D'accord. Mais lui, ça l'avait marqué. Je l'avais revu des années plus tard et il m'en avait reparlé. Ah oui. Ça l'avait vraiment marqué, oui, oui. C'était quelque chose de... Et il aurait vu une silhouette noire. C'est une très très grande silhouette noire, mais très très haute. Hein, pas loin des 3 mètres de haut, quoi. Vraiment très très grande, quoi. D'accord. C'est ça qui l'avait surpris, lui. D'accord. Par contre, voilà, il distingue pas des yeux, quelque chose, mais il voit quelque chose courir, c'est ça? Non, non, même pas. Même Comme si l'ombre sortait du bois, elle s'arrêtait à l'orée du bois, s'approchait. D'accord. Et elle avait stoppé à l'orée du bois. Et il se sentait fixé Lui, il a plus ressenti une terreur. D'accord. C'est plus un ressenti. C'est pas... Il a vu cette ombre, mais c'est surtout une terreur immense qu'il a eue, quoi. D'accord, ok. Et toute la soirée, il n'a pas été bien après. Ouais. D'accord, très bien. Et vous, votre réaction, ouais, vous l'avez pas pris non, sérieux. non. D'accord, ok. Et c'est fou quand même qu'il t'en ait reparlé des années après. Oui, parce qu'on se remémorait des souvenirs de jeunesse, on faisait pas mal de bringues à cette époque-là, voilà. Ouais. Ça l'avait marqué, oui, je me souviens très bien, il m'en a reparlé tout de suite, quoi. Le premier souvenir qu'il a eu, c'était ça. D'accord, et donc c'est quelque chose qu'il a vraiment... Ah oui, c'est vraiment, oui. Très bien, ok. Bon, s'il se reconnaît dans ce témoignage, et si un jour il souhaite peut-être prendre la parole... Je peux donner son prénom. Éventuellement, s'il est d'accord... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, je peux pas dire s'il Ah. est d'accord. Oui. Bon, on va éviter alors. Il va se reconnaître, tu penses? Je pense, oui. D'accord, bon, s'il se reconnaît, voilà. Il ne faut pas qu'il hésite à me contacter s'il souhaite en parler, ne serait-ce que juste en parler.
Et s'il veut aller plus loin, peut-être témoigner, ben écoutez, ça sera, voilà, il sait que il sera écouté et ça sera avec grand plaisir qu'on mettra en lumière voilà, son observation et son vécu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, De rien. Michael, pour ce partage. Parce que ça s'est passé où? Ça s'est passé proche d'ici? Non, c'était tout près de Lemi où j'habite. Ouais. C'était plus forêt de Chou, la Joux en fait. D'accord. Est-ce que cette forêt se connecte à celle-ci? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est à une 60aine de kilomètres d'ici à peu près. D'accord, donc c'est ok, très bien. Ouais. Okay. C'est une aire de jeu, en fait, il y a des balançoires, il y a un petit cabanon en bois, il y a une source d'eau. Voilà. D'accord. Le coin a beaucoup changé depuis, hein, mais... Très bien, ok. Bon, mais merci beaucoup. Mais de rien. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de reproduire le mouvement donc, de la créature, donc cet enjambé qui lui a permis donc d'arriver de l'autre côté. Donc déjà cet enjambé, est-ce qu'il a sauté ou est-ce qu'il a juste enjambé? Non, 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 il a enjambé, il a levé la patte, ou la jambe. Et il a posé de l'autre côté? Il l'a posé de l'autre côté, tranquillement. Il me semble que c'était la jambe... Est-ce que là où je suis placé, c'est bon? Peut-être à peine plus encore dans l'herbe. Ah. Ouais, voilà. Okay. Ouais, par là. Donc ça veut dire que si... Alors, je prends la gauche, je dirais la jambe droite. La droite aussi. Alors, allez, on va dire la droite. Comme ça, oui. C'est la jambe droite. Et là, vous dites que le pied est arrivé de l'autre côté. Le pied est arrivé de l'autre côté, même tellement loin que une fois que le pas a été posé de l'autre côté, on ne le voyait plus. Ouais, mais c'est un géant que vous avez vu. Ah oui, madame, c'est grand, hein. Alors, je fais 1m71, hein, mais... Ah non, non, il a le talus, il fait quand même plus de 3 mètres. Largeur. Donc ça veut dire que sans sauter, son pied s'est posé de l'autre côté du talus. Oui, oui, sans sauter, sans élan. Tranquillement, lentement même, je dirais. Sans élan, lentement. Ah ouais. C'était lent. Tout était lent dans ses gestes. Donc, ça avait l'air facile. En fait, voilà, ça avait l'air facile. Parce alors que moi, nous... Comme un pas normal. Le problème, c'est que pour que je pose mon pied de l'autre côté, faut aller 2 jambes de plus que moi. Voire peut-être 2,5. Hein. Et on va voir ton corps s'affaisser, se redresser. Lui, c'est parti droit, comme quand tu marches droit sur la route. Ouais. Donc la jambe, donc ça veut dire que là, il lève la jambe droite et il va poser le pied de l'autre côté là-bas. De là où je suis et de là où je me suis posé, on va dire il y a il y a au moins minimum 3 bons mètres. 3 bons mètres, voire un petit peu plus. Sans sauter, juste avec, ça veut dire que la jambe était vraiment très grande. Enfin, c'est assez impressionnant là, ce que je suis en train de voir et d'entendre en fait. Vous avez vu un dogman géant quoi. C'était vraiment un dogman géant avec sa grandeur, la force et la puissance qu'il doit avoir. Pour lui c'était facile de faire une enjambée de 3 mètres. Hein. Même plus. Hein. Nous, ça nous paraît difficile parce qu'on est en tant qu'être humain, mais lui, en tant que créature comme ça, pour lui, c'était simple. Pour moi, c'était simple. Il n'a pas fait de difficulté là, il fait comme un mouvement, il vous observe un peu. Il nous regarde. C'est sûr, et pour moi, ça en fait, nous là, je sentais ça nous il vous voit, il marche vers vous, il voit que vous êtes là. Ça fait un moment qu'il nous observe. Donc là, il se dit mince. On se jauge, on se regarde s'approcher l'un de l'autre. Ok. On a dû se regarder quelques secondes. Hein, 20-30 secondes. On roulait doucement, lui il marchait doucement. Non mais dès l'instant où il s'est arrêté... Ah, quand il s'est arrêté, oui. Donc ça veut dire que il voit que vous êtes là. Il voit qu'on est arrêté. Et là il se balance de gauche à droite avec ses bras écartés. Là. Et donc il va se mettre là. Oui. Et vous observez un petit peu comme ça. Oui, il va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il fait ça 3-4 fois. Ouais. Et après donc hop, et il lance un pied, hop, il part. Enfin, il part, non? On n'a pas vu 2 pas, on a vu un pas. Il faut franchement au moins 2 jambes et demie, 3 jambes comme moi. Quoi. Oui. Et c'était un pas, Virgile. On sent que vous êtes marqué par ce geste final. Moi, c'est ce qui a... Et vous le voyez disparaître ou vraiment fondre dans... Enfin, aller dans la végétation et du coup vous voyez plus rien? Non, je ne le vois pas partir dans la végétation. Je vois même pas poser le pied de l'autre côté. On ne voit même pas poser le pied. Hein. On voit pas... Enjambé, il a disparu. Voilà, c'est où? C'est parti. Quand vous dites disparaître, c'est parce qu'il va... Vous pensez que c'est parti vite et du coup vous n'avez pas eu le temps de distinguer le fait qu'il soit allé dans les bois ou c'est vraiment comme une dématérialisation? Non, pas dématérialisé. Il a disparu parce qu'il
ça allait vite, quoi. D'accord, ok. Ben, on ne sait pas. En fait, ça, on ne se l'explique pas, en fait. C'est pas rationnel, ça. Pour nous. Ouais, ben déjà, le pas... Oui, rien que le pas, oui, c'est pas la... oui. Non, c'est impressionnant. D'accord, ben merci pour tous ces détails. Bah, de rien. J'espère que, je sais pas si j'ai bien joué le Dogman. Très bien. Il me manque un peu de hauteur. Quelques centimètres. Des mètres. Après avoir échangé avec cette famille et avoir pris soin de les interroger un par un, puis ensemble par la suite, je remarque que les observations qui me partagent sont très similaires, mis à part quelques détails qui vont se rajouter, ce qui montre encore une fois que les témoins cherchent toujours à rationaliser dans un premier temps. Je pense à Lily avec le poteau noir. Je pense à sa tante qui va expliquer que c'est un motard. Et puis ils vont se rendre compte qu'ils sont face à l'inexplicable. Maintenant, est-ce que cette famille a réellement vu un Dogman? Tout porte à croire que oui. Surtout que nous ne sommes pas à notre premier témoignage dans ce même département. Je trouve cette famille très sincère. Maintenant, vous êtes libre aussi de vous faire votre propre opinion là-dessus. Pour cette famille, tout commence lors d'une erreur du GPS. Ils vont se retrouver sur une route qui est normalement interdite aux véhicules. Ils vont bien évidemment prendre soin de rouler doucement, jusqu'à un moment apercevoir au loin une silhouette très massive, très grande. Cette silhouette semble marcher en leur direction. La conductrice décide, du coup, de ralentir et d'arrêter la voiture. À ce moment-là, la chose qu'ils sont en train d'observer s'arrête aussi et bouge étrangement. Les membres de cette même famille vont se poser énormément de questions, avant d'être marqués, choqués par l'enjambée que va réaliser cette créature. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne pourront jamais oublier ce qu'ils viennent de vivre. Bonjour Brice. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Eh ben oui, ça va. Ça me fait plaisir de te retrouver ici à Dole. Oui, ça fait un petit moment déjà. C'est vrai. Et c'est vrai que je tenais vraiment à revenir dans ce coin-là pour me rappeler déjà de magnifiques souvenirs que j'ai eus. Avec toi d'ailleurs, hein, tu faisais partie de la bande, hein, tu en fais toujours partie. Et c'est vrai que quand j'avais filmé cet endroit, j'avais oublié de te demander l'histoire du lieu. Et bon, moi, comme j'aime bien la culture, rajouter des moments comme ça dans mes vidéos où on apprend des choses, est-ce que tu pourrais nous en apprendre plus du coup? Alors ici, nous sommes à ce qu'on appelle le passage Reynaud 3. Reynaud 3 qui était un des précédents comtes de Bourgogne. Je vous laisserai faire 2-3 recherches sur internet si ça vous intéresse. Moi, je vais vous parler du lieu en question. Donc, ce lieu commence
Donc depuis l'entrée du souterrain, au-dessus vous aviez la rue des Boucheries. Donc c'était un passage, comme de nombreux passages existent ici dans Dole, pour que les habitants de la ville haute puissent aller directement au niveau des quais, donc de la ville basse. Donc nous avions ce passage-là, qui est maintenant appelé le passage des lépreux, mais il n'y a jamais eu de lépreux ici. C'était surtout au niveau de la fontaine que vous avez là pour laver le linge, et vous aviez le canal des tanneurs qui est de l'autre côté. Et donc il a beaucoup servi pendant la guerre de Franche-Comté, donc en 1600 et quelques, lorsque les troupes françaises sont venues pour attaquer la Franche-Comté. Et donc les habitants de Dole, qui a été une ville assiégée, sont venus passer par ce passage-là pour sortir de la ville. Ce qui veut dire que le haut voilà. n'était peut-être pas dégagé, du coup protégé pour fermé. que... D'accord. Il a été fermé, oui. D'ailleurs, on peut voir encore un morceau d'arche, justement, où c'était un passage fermé. Après, il a été ouvert pour mettre en valeur la fontaine qui est là-bas au fond, et puis le lavoir. Mais au départ, c'était fermé. Oui. Et vous pouvez voir de nombreux souterrains ici, qui ont été en partie refermés. On voit des fenêtres qui ont été bouchées, des portes. C'est cette bonté qu'il a à faire les choses. Merci beaucoup. Et ça ne change jamais mon pote. Et je t'aime pour ça. C'est en partie mon métier, puisque je suis guide touristique, donc... C'est vrai, c'est vrai. C'est dans ces lieux où j'aime revenir, afin de me remémorer des souvenirs impérissables. Emmanuel, ton rire résonne encore. Dans nos cœurs, tu laisses un trésor. Chaque instant passé à tes côtés était une joie que rien ne peut effacer. À toi mon ami qui aimait tant la vie, ton sourire et ta bonté nous éclairent aujourd'hui. Tu restes avec nous dans nos souvenirs. Emmanuel, tu nous manques, mais tu nous fais sourire. Tu savais transformer chaque journée en un moment de joie, de simplicité. Tes histoires, ton humour contagieux ont touché nos âmes et nos cœurs heureux. À toi mon ami qui aimait tant la vie, ton sourire et ta bonté nous éclairent aujourd'hui. Tu restes avec nous dans nos souvenirs. Emmanuel, tu nous manques, mais tu nous fais sourire. Tu savais transformer chaque journée en un moment de joie, de simplicité. Tes histoires, ton humour contagieux ont touché nos âmes et nos cœurs heureux. À toi mon ami qui aimait tant la vie, ton sourire et ta bonté nous éclairent aujourd'hui. Tu restes avec nous dans nos souvenirs. Emmanuel, tu nous manques, mais tu nous fais sourire. Stand by me, oh, stand by me, just as long as you stand by me. Oh, le On va Dieu,